Introduction. L'adaptation de l'organisme aux variations de l'environnement, température, taux de dioxygène, fait intervenir le milieu intérieur. Celui-ci abrite des cellules qui, grâce au sang, reçoivent les nutriments indispensables à leur survie, comme le dioxyde de carbone. L'appareil urinaire régule la composition du milieu intérieur en éliminant les déchets du métabolisme ainsi que les substances potentiellement toxiques telles que les médicaments. Définition du milieu intérieur. Au sens large, le milieu intérieur correspond à l'ensemble des liquides extracellulaires. Il comprend donc le liquide interstitiel dans lequel baignent les cellules, le plasma et la lymphe canalisée. Cependant, au sens strict, le milieu intérieur correspond au liquide interstitiel uniquement. Petit 3. Les échanges impliquant le milieu intérieur. Le milieu intérieur est impliqué dans deux types d'échanges. En premier, celui avec les cellules. Ce sont des échanges dont l'objectif est la nutrition des cellules et l'élimination des déchets du métabolisme, mais aussi de nutriments et déchets avec l'environnement, qui est le deuxième type d'échange extérieur à l'organisme. Ces deux échanges engendrent des variations de la composition du milieu intérieur, qui malgré tout demeurera constant grâce à des systèmes de régulation. Ces systèmes impliquent des organes, dont le rein, qui apporte des nutriments ou élimine des déchets, capables de stocker des molécules en excès, et des systèmes de communication entre organes, systèmes nerveux et endocriniens. De plus, le système circulatoire joue un rôle central dans le fonctionnement des cellules. Le fonctionnement de l'organisme est donc directement lié à l'homéostasie sanguine. L'homéostasie, pour rappel, c'est le maintien des paramètres constants du milieu intérieur à des valeurs de référence. Le rôle du rein dans la régulation du milieu intérieur, grand E, petit 1, organisation de l'appareil urinaire. Commençons tout d'abord par localiser l'appareil urinaire dans l'organisme. Il se situe dans la cavité abdomino-pelvienne. Ces parties sont à la fois supérieures avec les organes tels que les reins, mais aussi inférieures avec d'autres organes comme la vessie par exemple. Sa position est postérieure, c'est-à-dire qu'il est collé contre le dos, et sa fonction, c'est l'excrétion. Je le rappelle, l'excrétion, c'est le rejet en dehors de l'organisme des déchets cellulaires. Les organes de l'appareil urinaire, ce sont l'artère aorte notamment, mais aussi les reins, l'urétère, la vessie, l'urètre, la veine cave inférieure. Particularité, l'urètre est plus longue chez l'homme que chez la femme, c'est pourquoi la prédisposition de cystite chez elle est plus importante. Petit 2, reins et néphrons. Commençons tout d'abord par définir un néphron. Un néphron, c'est ni plus ni moins que l'unité fonctionnelle du rein. Il est constitué du corpuscule de Malpighi. Donc, le corpuscule de Malpighi, c'est l'association du glomérule de Malpighi plus la capsule de Bowman. À savoir que ce corpuscule de Malpighi est situé dans la partie corticale, mais aussi du glomérule rénal, qui a pour fonction la formation de l'urine primitive à partir du plasma, mais aussi la capsule de Bowman, qui a pour rôle la formation de l'urine primitive à partir du plasma, le tubule rénal qui est de la partie médulaire, le tubule contourné proximal, la anse de Henle et le tube contourné distal. Donc ces trois-là ont la même fonction, c'est la formation de l'urine définitive à partir de l'urine primitive. Et pour finir, le tube collecteur qui a pour rôle la collecte de l'urine définitive à partir de plusieurs néphrons. Passons maintenant au petit 3, néphrons et production d'urine. Donc à travers trois mécanismes, le néphron intervient dans la production de l'urine. Le tout premier, c'est la filtration glomérulaire. Donc pour faire court, la filtration glomérulaire, c'est tout simplement le passage de molécules de petite taille, telles que l'eau, le glucose, les ions sodium, le chlorure ou encore le potassium, du sang vers la capsule de Bowman au niveau du glomérule. Cela permet la formation de l'urine primitive. Le deuxième mécanisme qui intervient dans la production de l'urine, c'est la réabsorption tubulaire.
c'est le retour vers le sang au niveau du tubule rénal de certaines molécules ayant filtré, mais ne devant être éliminées du fait de leur intérêt pour l'organisme. Cette réabsorption, elle peut être totale, donc avec le glucose, ou partielle, avec des molécules telles que l'eau, l'ion Na+, Cl-, K+, ou encore l'urée. Elle est régulée en fonction des besoins physiologiques. Et pour finir, le troisième mécanisme intervenant dans la filtration de l'urine, c'est la sécrétion tubulaire. La sécrétion tubulaire, c'est le passage de molécules du sang directement vers l'urine, comme par exemple les médicaments ou les drogues. Elle se fait au niveau de l'anse de Henle ainsi que du tubule rénal. Troisième et dernière partie de cette vidéo consacrée au milieu intérieur, c'est un exemple de perturbation du milieu intérieur, les xénobiotiques. Passons au petit 1, définition et exemple. Un xénobiotique, c'est une molécule chimique étrangère à l'organisme et qui présente des effets toxiques même à très faible dose. Donc par exemple, des xénobiotiques peuvent être des médicaments, des herbicides, des produits de contraste ou encore des composés de carburant. Petit 2, devenir dans l'organisme des xénobiotiques. Donc à savoir qu'il y a 5 étapes du devenir des xénobiotiques dans l'organisme. Commençons par la première. L'absorption, c'est le passage dans le milieu intérieur, c'est-à-dire le sang, et elle se fait au niveau de l'intestin grêle. Deuxième étape, le métabolisme, c'est-à-dire que le xénobiotique subit une transformation dans le foie. Troisième étape, la distribution, c'est le transport dans l'ensemble de l'organisme. Elle se fait via le sang, bien évidemment. Quatrième étape, le stockage, c'est la conservation qui se fait dans le tissu adipeux. Et pour finir, la cinquième étape, c'est l'élimination. Donc l'élimination, elle correspond tout simplement à l'évacuation de l'organisme et elle se fait dans le rein. Donc ça, c'était les étapes du devenir du xénobiotique dans l'organisme, à savoir qu'il peut pénétrer donc par les voies orales, cutanées ou respiratoires. Dans l'organisme, il peut être métabolisé en particulier par le foie ou éliminé par les reins. Mais il peut aussi être stocké dans certains organes, tels que le tissu adipeux par exemple. Le milieu intérieur, il assure leur distribution dans l'organisme et est donc de ce fait modifié par les xénobiotiques. 3. Conséquences de l'action des xénobiotiques dans l'organisme. Les troubles dus aux xénobiotiques peuvent être plus ou moins graves et réversibles selon les organes atteints. On distingue l'hépatotoxicité, c'est-à-dire quand les xénobiotiques s'accumulent dans le foie, la neurotoxicité, quand le système nerveux est concerné, et la reprotoxicité, quand c'est la fertilité qui est perturbée. Ils peuvent donc avoir des effets mutagènes entraînant l'apparition de mutations. Je vous remercie de m'avoir